Mon mari a une interprète. Elle s'appelle Camille Noël. Ils sont toujours ensemble, toujours. Leur proximité physique est dérangeante, assez proche pour que je sente un nœud se former dans mon estomac. Adrien, mon mari, et Camille, Camille et Adrien. Parfois, lors des voyages d'affaires, ils partagent la même chambre d'hôtel. Pour des raisons pratiques, dit Adrien. Pour économiser les frais de l'entreprise, dit-il. J'ai essayé de lui en parler. Une fois, je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec cette praticité. Son visage s'est fermé. Ses sourcils se sont froncés. L'impatience. Le travail de Camille est de me suivre, a-t-il dit, sa voix tranchante. Qu'est-ce que tu imagines encore? Il a fait un pas vers moi. C'est seulement un esprit sale qui voit de la saleté partout. Ces mots, ils m'ont frappé comme une gifle. Un esprit sale. Moi, je me suis tue, je n'ai pas insisté. Peut-être qu'il avait raison, peut-être que j'étais trop sensible. Paranoïaque. Après tout, c'est Adrien, l'homme que j'aime depuis mes 19 ans. Nous avons construit une vie ensemble, 10 ans de vie. Il ne me mentirait pas comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tout a basculé. Nous sommes dans le salon. La lumière de l'après-midi parisien filtre à travers les grandes fenêtres. C'est une lumière douce dorée, une lumière qui ment. Adrien et Camille sont assis sur le grand canapé en velours, des ordinateurs portables ouverts, des papiers éparpillés sur la table basse. Ils travaillent à Saint. Du moins, c'est ce qu'ils disent, tu viens. Je leur apporte du thé Earl Grey, celui qu'Adrien préfère. Je pose le plateau en argent sur la table. Merci, Élise, dit Adrien, sans lever les yeux de son écran. Je m'apprête à repartir, me retirer dans ma cuisine, dans mon silence. Mais je m'arrête. J'entends la voix de Camille, une voix douce, presque mielleuse. Elle parle en anglais. Il parle souvent en anglais quand je suis là. Au début, je pensais que c'était pour le travail, pour pratiquer. Camille est son interprète anglais-français. C'est logique. Il pense que je ne comprends pas. Adrien sait que je n'ai jamais fini mes études de littérature. Il pense que j'ai abandonné l'anglais en même temps que j'abandonnais mes rêves pour l'épouser. Il pense que mon monde se limite à cette maison, à ses costumes, à son thé. Il se trompe. J'ai continué à apprendre, en secret, pour moi. Je lis Jane Austen dans le texte. Je regarde la BBC sans sous-titres. Je comprends tout, chaque mot. Et au jour de Choui, les mots que j'entends sont des poisons. Camille se penche vers lui. Son épaule frôle la sienne. Elle baisse la voix. Un murmure conspirateur. Are you going to be stuck with that old hag again tonight? Tu vas encore être coincé avec cette vieille bique ce soir? Le temps s'arrête. That old hag. Cette vieille bique. Elle parle de moi. Je suis à 3 mètres d'elle. Elle parle de moi. Je regarde Adrien. J'attends qu'il la repousse, qu'il la corrige, qu'il me défende, qu'il dise « Ne parle pas de ma femme comme ça ». Mais Adrien Morel, mon mari, il rit. Un petit rire doux, intime. Il lève les yeux de son ordinateur, enfin. Et il regarde Camille, pas moi, elle, avec une tendresse que je n'ai pas vue depuis des années. Il pose sa main sur la sienne, sur la table basse, juste à côté du thé que je viens de servir. Of course not, baby. Bien sûr que non, bébé. Sa voix à lui aussi est douce. I'll make something up. I'll lie to her. I'm all yours tonight. Je vais inventer quelque chose. Je vais lui mentir. Je suis tout à toi ce soir. Lie to her. Lui mentir, me mentir. Ils sont là, juste devant moi. Ils planifient leur nuit. Ils m'appellent Gekiat vieille bique. Ils parlent de me mentir. Parce qu'ils pensent que je suis sourde à leur langue. Ils pensent que je suis stupide. Je reste figée. Je ne peux pas respirer. C'est comme si on m'avait plongée dans de l'eau glacée. Mon cœur bat si fort que je suis sûre qu'ils vont l'entendre. Je fais un pas en arrière. Ma main heurte quelque chose. Le petit chariot à thé. Camille me regarde. Elle a entendu le bruit. Elle me sourit. Un sourire éclatant, triomphant. Merci pour le thé, Élise, dit-elle. Sa voix est redevenue parfaitement française, douce, polie. Il est délicieux. Adrien est toujours penché sur son travail. Ou il fait semblant. Ils ne sont pas allés dans le bureau. Pas cette fois. La dernière fois, j'ai fait une crise. Je lui ai demandé pourquoi il fermait la porte du bureau à clé quand ils n'étaient que tous les deux. Il s'est énervé.
Nous travaillons, Élise. Arrête d'être irrationnelle. Cette dispute nous a rendus tendus pendant des jours. Depuis, il amène Camille dans le salon, pour me prouver que tout est transparent, pour me montrer qu'il n'y a rien de suspect. La transparence est le meilleur des mensonges. Je ne dis rien, je tente de leur sourire, je me retourne pour partir, je dois partir. Alors que je fais demi-tour, j'entends à nouveau Camille, en anglais. Elle me regarde dans le dos. Elle ricane doucement. Elle se tourne vers Adrien. « Your wife is so annoying. Ta femme était tellement agaçante. » Elle fait la moue, un jeu de séduction. « She's just there in the way. We can't get anything done. » Elle est juste là, dans le passage. On ne peut rien faire. Adrien grogne, un son d'approbation. Il ne répond pas. Camille insiste. Sa voix est pleine de mépris. Un mépris qu'elle ne prend même pas la peine de cacher. « Who cares anyway? She doesn't understand a word of English. » Et puis, on s'en fiche. Elle ne comprend pas un mot d'anglais. Cette phrase, cette certitude. Je suis sur le balcon maintenant. J'essaie de respirer. L'air frais. J'ai besoin d'air. Je fais semblant d'arroser les pivoines. Mes mains tremblent. J'entends encore leur voix à travers la porte-fenêtre ouverte. La voix de Camille, comme du sucre empoisonné. « Are you sure you don't want to skip dinner with the old lady? » Tu es sûr que tu ne veux pas sauter le dîner avec la vieille dame. C'est encore moi, Élise Laurent, 30 ans, 10 ans avec cet homme, et je suis devenue la vieille dame. Adrien rit. Je ne peux pas, bébé, mes parents seront là. Ce serait trop suspect. Il baisse la voix. Mais je te promets, je me rattraperai. Leur rire se mêle, intime, complice, exclusif, je suis dehors. Ils sont dedans. Ils parlent une langue que je suis censée ignorer. Et cette langue est en train de me tuer. Je regarde l'eau couler de l'arrosoir. Elle déborde. Elle coule sur mes mains, froide. Elle coule sur mes chaussures. Ma main tremble si fort. L'arrosoir en terre cuite glisse. Il heurte la balustrade. Il tombe. Il s'écrase sur le sol du balcon. Un bruit sourd. La terre se répand partout. Sombre, humide, comme mon monde, éparpillé, brisé. Le silence s'installe dans le salon. Leurs voix se sont tues. J'entends Adrien se lever. « Élise, tout va bien ?» Sa voix est pleine d'une fausse inquiétude. L'inquiétude de l'homme qui vient de planifier comment il allait mentir à sa femme. Je me baisse. Je ramasse les morceaux de poterie. La terre colle à mes doigts. Je ne pleure pas. Je ne crie pas. Je reste là, à genoux, dans les débris de mes pivoines, dans les débris de ma vie. Et je comprends. Je comprends que savoir est une tragédie. Mais ils ne le savent pas. Ils pensent que je ne comprends pas. Je serre un morceau de poterie dans ma main. Le bord est tranchant. Il coupe ma paume. Une douleur vive, réelle. Je me relève, lentement. Je me retourne vers le salon. Le sang coule de ma main fermée. Adrien est devant moi. Camille est juste derrière lui, l'air agacé. « Mon Dieu, Élise, tu saignes !» dit Adrien. Il essaie de prendre ma main. Je la retire. Je le regarde. Vraiment, pour la première fois. Je vois l'homme qui m'a menti. Je vois la femme qui le désire. Et je leur souris. Un petit sourire calme. Ce n'est rien, je dis, en français. J'ai juste laissé tomber le pot. Je serre ma main blessée contre ma poitrine. Le sang tache ma blouse blanche. Je vais nettoyer. Adrien me regarde, perplexe. Il s'attendait à des larmes, à une crise. Il ne comprend pas ce calme. Il ne comprend pas le regard dans mes yeux. Camille lève les yeux au ciel. So dramatic. Tellement mélodramatique. Je l'ai entendue. Je me tourne vers elle. Je la regarde droit dans les yeux. Mon sourire ne faiblit pas. « Pardon ?» je demande. Elle est surprise. « Rien » dit-elle rapidement. Je disais que c'était dommage pour le pot. Je continue de la regarder. Une seconde de plus. Je vois la peur dans ses yeux. Juste une étincelle. Puis je me détourne. Je vais vers la cuisine. Le sang goutte sur le parquet. Goutte, goutte, goutte. Le jeu a commencé. Et ils ne le savent pas encore. Mais je ne suis plus la vieille bique, je suis l'arbitre, et je viens de siffler le début de la partie. Le sang a séché sur ma main. Je l'ai nettoyé sous l'eau froide de la cuisine. J'ai regardé le filet rouge disparaître dans l'évier. La douleur de la coupure était aiguë, mais la douleur à l'intérieur, c'était un gouffre. J'ai nettoyé la terre sur le balcon.
J'ai ramassé chaque morceau de poterie. Adrien n'a pas aidé. Il est resté dans le salon, mal à l'aise. Il m'a dit d'appeler la femme de ménage. J'ai dit non. J'ai dit que je préférais le faire moi-même. Camille est partie peu de temps après. Elle m'a lancé un regard en partant. Un mélange de pitié et d'agacement. Elle pensait que j'étais faible. Elle pensait que j'étais une idiote mélodramatique qui cassait des pots. Bien, qu'elle le pense. Ce soir-là, au dîner avec les parents d'Adrien, j'ai été l'épouse parfaite. J'ai souri, j'ai servi le vin, j'ai parlé de la nouvelle exposition au musée d'Orsay. Ma main était bandée, et un petit accident de jardinage, ai-je dit en riant doucement. Adrien m'a regardé, il y avait du soulagement dans ses yeux. Il pensait que la crise était passée. Il pensait que j'avais oublié. Les hommes comme Adrien oublient vite. Ils comptent sur le silence des femmes comme moi. Mais mon silence avait changé de nature. Ce n'était plus un silence de soumission. C'était un silence d'observation, un silence de chasse. Le lendemain, je suis devenue un fantôme dans ma propre maison. Je continuais mes routines. Le petit déjeuner à 8 heures, le thé à 16 heures. Je souriais, je hochais la tête, je parlais français et j'écoutais. J'ai acheté un nouvel appareil, pas un téléphone. C'était trop risqué. J'ai acheté un enregistreur vocal numérique. Petit, fin, argenté. Il ressemblait à un lecteur de musique haut de gamme. Je l'ai laissé sur la table de chevet. C'est pour mes cours de méditation, ai-je dit à Adrien, pour écouter des sons de la nature. Il n'a même pas cligné des yeux. Il était trop occupé par son propre reflet dans le miroir. La première fois, ce fut le plus difficile. Adrien et Camille étaient de nouveau dans le salon. Je vais faire des courses au bon marché, ai-je annoncé. J'ai besoin de nouveaux gants. Une excuse parfaite. J'ai laissé mon sac à main sur le fauteuil. J'ai la tête ailleurs, j'oublie tout, ai-je dit en riant. Je suis sortie en laissant le sac. Et dans le sac, l'enregistreur était allumé. Mon cœur battait à tout rompre pendant que je marchais sur le boulevard Raspail. Je n'ai rien acheté. Je me suis assise au Lutetia, dans le bar. J'ai commandé un thé. Je n'ai pas pu le boire. Mes mains tremblaient trop. Et si Adrien trouvait l'enregistreur? Et s'il comprenait? Une heure plus tard, je suis rentrée. Le sac était toujours sur le fauteuil. Ils étaient toujours là, mais ils se levaient pour partir. Camille était en train de remettre son manteau. Adrien l'a aidé. Sa main s'est attardée sur sa taille. Juste une seconde, mais je l'ai vu. Tu es rentrée, chérie? Dit Adrien. Tu as trouvé tes gants? Non, ai-je répondu. Il n'y avait rien qui me plaisait. J'ai pris mon sac. J'ai senti la chaleur de l'appareil à travers le cuir. Il était toujours en marche. J'ai attendu qu'Adrien parte à son tour pour un dîner d'affaires. Le dîner qu'il avait promis à Camille. Le dîner pour lequel il m'avait menti. C'est avec les investisseurs allemands, chérie. Je vais rentrer en retard. Ne m'attends pas. D'accord, ai-je dit. Travaille bien. La maison était silencieuse, vide. Je me suis assise dans le bureau d'Adrien. Dans son fauteuil en cuir, l'odeur de son eau de Cologne y était encore imprégnée. J'ai sorti l'enregistreur. J'ai branché mes écouteurs. J'ai appuyé sur play. D'abord, il n'y avait rien. Le bruit de mes pas s'éloignant. Le bruit de la porte qui se ferme. Puis un silence. Et le rire de Camille. God, she's finally gone. Dieu merci, elle est enfin partie. La voix d'Adrien, profonde, fatiguée. Be nice, she's just having a hard time. Sois gentille, elle traverse juste une période difficile. A hard time? Or is she just plain stupid? That little drama yesterday with the pot? Ridiculous. Une période difficile où elle est juste complètement stupide. Son petit drame d'hier avec le pot? Ridicule. Mon souffle s'est coupé. Stupide, ridicule. J'ai continué à écouter. Leur voix remplissait ma tête. Ils parlaient d'abord de moi. Does she suspect anything about us? Est-ce qu'elle soupçonne quelque chose à notre sujet? No, she doesn't have the guts. And even if she did, what could she do? She depends on me for everything. Non, elle n'a pas le cran. Et même si c'était le cas, que pourrait-elle faire? Elle dépend de moi pour tout. And she doesn't understand English, remember? We're safe. Et elle ne comprend pas l'anglais. Tu te souviens? On est en sécurité. Leurs voix se sont adoucies. Le son d'un baiser, long,
Mouillée, j'ai fermé les yeux, j'avais la nausée, mais je n'ai pas arrêté. Puis, ils ont parlé d'affaires. The German deal. Are you sure the numbers are solid? Le contrat allemand. Tu es sûr que les chiffres sont solides? They don't need to be solid, baby. They just need to look good for the presentation. Once they sign, it's too late. Ils n'ont pas besoin d'être solides, bébé. Ils ont juste besoin d'être beaux pour la présentation. Une fois qu'ils auront signé, il sera trop tard. You're a bad boy, Adrien Morel. Tu es un vilain garçon, Adrien Morel. Only for you. Seulement pour toi. J'ai écouté pendant 1 heure de leur mépris, de leurs mensonges, de leurs caresses, de leur fraude. Quand l'enregistrement s'est terminé, je suis restée assise dans le noir. Je ne pleurais pas. Je ressentais quelque chose d'autre, un froid glacial qui partait de ma poitrine et se propageait dans tout mon corps. J'ai sauvegardé le fichier. Je l'ai nommé jour 1, parce que je savais que ce n'était que le début. Ce fut le début de mon rituel, mon poison quotidien. Je suis devenue une experte. Je laissais l'enregistreur partout, dans le salon, sous une pile de magazines, dans la bibliothèque, derrière une rangée de Molière, même dans sa voiture. Chaque soir, j'attendais qu'il s'endorme. Il dormait profondément, le sommeil de l'homme innocent, ou peut-être le sommeil de l'homme épuisé par sa double vie. Je me levais, je prenais mes écouteurs et je descendais au salon. Je me préparais une tasse de thé, une tisane à la camomille. Ironique. Et j'écoutais. J'ai tout appris. J'ai appris qu'ils avaient un surnom pour moi. Le glaçon, The Ice Cube, parce que j'étais, selon Camille, froide et ennuyeuse au lit. Adrien n'avait pas démenti. Il avait ri. J'ai appris que le voyage d'affaires à Berlin n'était qu'un prétexte. Il partit à Venise pour un week-end romantique. We'll drink champagne in Piazza San Marco, my love. Just you and me, far away from her. Nous boirons du champagne sur la place Saint-Marc, mon amour. Juste toi et moi, loin d'elle. J'ai appris qu'il se moquait de ma peinture. Le seul passe-temps que j'avais gardé pour moi. Her paintings are childish, like her. Ses peintures sont puériles, comme elle. Chaque mot était un clou de plus dans le cercueil de notre mariage. Chaque rire était une pelletée de terre sur l'amour que j'avais eu pour lui. Je buvais mon thé. Je sauvegardais les fichiers. Jour 2, jour 3, jour 10. Ma collection grandissait, ma haine aussi. Non, pas ma haine, mon détachement. Je les regardais vivre. Adrien devenait plus audacieux, Camille devenait plus arrogante. Ils me voyaient, mais ils ne me voyaient plus. J'étais un meuble, une partie du décor, la vieille bique qui ne comprenait rien. Un soir, j'ai écouté quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement du mépris, ce n'était pas seulement de l'adultère, c'était criminel. Adrien parlait à Camille. Sa voix était basse, urgente, en anglais, bien sûr. The account, Elise's family trust. I need to move the money out before her father's audit next month. Le compte, le fonds de la famille d'Élise. Je dois sortir l'argent avant l'audit de son père le mois prochain. How much? Combien? Everything I can. It's the only way to cover the hole from the German deal. If I don't, we're finished. Tout ce que je peux. C'est le seul moyen de couvrir le trou du contrat allemand. Si je ne le fais pas, nous sommes finis. Mon sang s'est glacé. Le fond de ma famille, l'eau de ma famille, l'argent que mon grand-père m'avait laissé, l'argent qu'Adrien gérait, l'argent auquel il avait accès, parce que j'étais sa femme, parce que je lui faisais confiance. Camille a protesté. Adrien, that's stealing. Adrien, c'est du vol. It's not stealing, it's borrowing. I'll put it back. They'll never know. Ce n'est pas du vol, c'est un emprunt. Je le remettrai. Ils ne le sauront jamais. And if she finds out? Et si elle découvre? Un long silence. J'ai retenu mon souffle. Puis la voix d'Adrien. Froide. Plus froide que mon thé. She won't find out. And if she does, I'll handle it. Elle ne découvrira rien. Et si c'est le cas, je m'en occuperai. Je m'en occuperai. I'll handle it. Qu'est-ce que cela signifiait? Je me suis levée. Le thé s'est renversé sur ma robe de chambre. Je ne l'ai pas senti. Je tremblais. Pas de peur, de rage. Il ne s'agissait plus seulement de mon cœur. Il s'agissait de ma famille. Il s'agissait de ma vie. J'ai sauvegardé le fichier. Je l'ai copié sur une clé USB. Je l'ai nommé Preuve Finance. J'ai caché la clé USB
dans un vieux livre de poésie anglaise. Un livre qu'Adrien n'ouvrirait jamais. Le jeu venait de changer. Ce n'était plus une observation passive, ce n'était plus un rituel masochiste. C'était devenu une guerre silencieuse, et j'avais l'arme la plus puissante. Je comprenais l'anglais, et il ne le savait pas. Je m'en occuperais, I'll handle it, cette phrase, cette promesse voilée. Elle tournait en boucle dans ma tête. Elle résonnait plus fort que les battements de mon propre cœur. Je m'en occuperais. Ce n'était plus une question d'infidélité, ce n'était plus une question d'ego blessé ou de surnom cruel. C'était une menace froide, calculée, contre ma famille et ma sécurité. L'homme que j'avais aimé pendant 10 ans était capable de me gérer. Moi, le glaçon, la vieille bique. Moi, l'obstacle. Ma rage était devenue quelque chose d'autre, quelque chose de calme, de lourd, de tranchant. Je ne tremblais plus. J'ai continué à jouer mon rôle. L'épouse fantôme. Je préparais le thé. Je souriais au dîner. Je parlais de la pluie et du beau temps. Et je regardais Adrien. Je le regardais comme un scientifique regarde un insecte sous un microscope. Je notais ses tics nerveux. La façon dont il vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes. La sueur sur sa lèvre supérieure quand il pensait que je ne regardais pas. Il était nerveux. L'audit de mon père approchait. Le trou du contrat allemand grandissait. Il devenait désespéré. Et un homme désespéré fait des erreurs. Un homme arrogant qui sous-estime son adversaire en fait encore plus. Les enregistrements audio ne suffisaient plus. Je m'en occuperais m'avait appris une chose. J'avais besoin de preuves tangibles. J'avais besoin de documents. J'avais besoin des chiffres qu'ils essayaient de cacher. J'ai attendu qu'ils partent pour leur week-end d'affaires à Berlin. Leur week-end romantique à Venise. Adrien m'a embrassée sur le front avant de partir. Je suis désolée d'être si stressée, chérie. C'est le travail. Je comprends, ai-je dit. Sois prudent. Dès que la porte s'est fermée, je suis allée dans son bureau. Pas le salon. Son sanctuaire. Le bureau qu'il fermait à clé. J'avais fait un double des clés la semaine dernière. L'odeur de cuir et de mensonge flottait dans l'air. J'ai allumé son ordinateur. J'ai prié pour qu'il n'ait pas changé son mot de passe. Il ne l'avait pas fait. Élise, 19, l'année de notre rencontre. L'ironie m'a donné la nausée. J'ai plongé dans ses fichiers. Je n'étais plus Élise l'épouse. J'étais Élise la traductrice, l'analyste. Mon cerveau, que j'avais laissé en jachère pendant 10 ans, s'est remis en marche. Et mon anglais était mon arme secrète. Je n'ai pas cherché Camille ou amour. J'ai cherché trust. J'ai cherché Germain. J'ai cherché audit. Et j'ai tout trouvé. Ce n'était pas un trou, c'était un cratère. L'argent du contrat allemand était parti, envolé. Non pas dans un mauvais investissement, mais dans une société écran. Une société enregistrée au nom de Camille Noël. Un projet de galerie d'art à Londres. Leur rêve. Financé par l'héritage de ma famille. Il n'avait pas l'intention de remettre l'argent. Il avait l'intention de vider mon fonds de fiducie pour la sauver, elle, pour sauver leur futur, et me laisser avec les dettes, la honte et le silence. J'ai tout copié. Chaque email, chaque tableur Excel, chaque faux bilan. Je l'ai mis sur la même clé USB, celle cachée dans le livre de poésie. Preuve totale. Je me suis déconnectée. J'ai nettoyé l'historique. J'ai remis la chaise exactement comme elle était. Quand il rentrerait, il ne trouverait aucune trace de mon passage, sauf la bombe à retardement que je venais d'armer. Ils sont revenus de Venise bronzés et complices. Leur bonheur était une insulte. Mais quelque chose avait changé. Adrien était encore plus tendu. La date de l'audit approchait. La galerie de Camille à Londres ne décollait pas. Il avait besoin d'un miracle. Ce miracle, pensa-t-il, se présentait sous la forme d'investisseurs américains. Un nouveau contrat, une bouée de sauvetage. Il travaillait dessus jour et nuit. Et un soir, la pression a été trop forte. Camille était là. Ils s'étaient disputés. Je les ai entendus, en anglais, bien sûr. You promised me the money was clean, Adrien. Tu m'avais promis que l'argent était propre, Adrien. Just give me time. This American deal will fix everything. Donne-moi juste du temps. Ce contrat américain va tout arranger. You better hope so, or I'm walking and I'm talking. Tu as intérêt à l'espérer, sinon je pars et je parle. La peur, elle avait peur, il avait peur. Il est sorti du salon en trombe, le visage rouge.
Il m'a vue assise à la table de la salle à manger, lisant un livre, le fantôme, le glaçon, la femme stupide qui ne comprenait rien. Il a jeté une liasse de papier sur la table, devant moi. Élise, j'ai besoin de toi. Mon cœur s'est arrêté. Moi, il s'est passé la main dans les cheveux. Camille, elle est submergée, et honnêtement, elle me tape sur les nerfs. Il a essayé de rire. Le son était sec. C'est un contrat, une simple clause de non-divulgation pour les partenaires américains. C'est en anglais. Il m'a regardé, avec pitié, avec condescendance. Je sais que ce n'est pas ton truc, chérie, mais j'ai besoin d'une traduction française pour demain matin, juste les grandes lignes, pour que ça ait l'air professionnel. Il m'a tendu l'arme, il l'a chargée, et il me l'a mise dans la main. Fais de ton mieux, a-t-il dit, en me tapotant l'épaule. Utilise un de ces traducteurs en ligne, n'importe quoi. Camille corrigera tes fautes demain. Il s'est retourné, déjà au téléphone. Oui, j'arrive. Non, elle ne fait rien d'important. Juste un petit truc pour m'aider. Il est parti, me laissant seule avec le document. Je suis restée immobile pendant une longue minute. Le silence de l'appartement s'est installé autour de moi. J'ai regardé le contrat. Confidentiality Agreement. 10 pages. Un jargon juridique anglais dense. J'ai pris le document. Je suis allée dans le bureau, pas le sien, le mien, le petit bureau que j'utilisais pour mes peintures et mes livres. J'ai allumé mon ordinateur. Je n'ai pas ouvert Google Traduction. J'ai ouvert un nouveau document. Titre: Traduction conforme et certifiée. Je me suis souvenue de mes années d'études, de mes professeurs qui disaient que j'avais un don pour la précision, un don pour trouver le mot juste. J'ai commencé à traduire. Chaque phrase était parfaite. Chaque terme juridique était exact. Mon français était aussi impitoyable que mon anglais. Puis, je suis arrivée à la clause 7, la clause des pénalités. In case of breach, the signatory party will be liable for financial damages not to exceed $1 million. En cas de rupture, la partie signataire sera responsable des dommages financiers ne pouvant excéder $1 million. Une clause standard, une protection. J'ai regardé le curseur clignoter. J'ai pensé à vieille bique. J'ai pensé à stupide. J'ai pensé à je m'en occuperai. J'ai tapé la traduction française. En cas de rupture, la partie signataire sera responsable des dommages financiers. J'ai fait une pause et j'ai changé un seul mot, un mot si petit, si accidentel. J'ai écrit responsable des dommages financiers et pénaux, sans plafond de limitation. Liable for financial and criminal damage with no limit. Une petite faute de traduction. Une erreur que seule une idiote qui ne comprend pas l'anglais pourrait faire. Une erreur qui transformait une simple clause financière en un piège mortel. Une erreur qui liait la fraude du contrat allemand à celui-ci. J'ai relu ma phrase. C'était magnifique. C'était un acte de guerre déguisé en incompétence. J'ai terminé le document. Je l'ai imprimé. Je l'ai posé sur son bureau, prêt pour le matin. Je suis retournée sur le balcon, là où tout avait commencé. Là où mon pot de pivoine s'était brisé. La lune était pleine sur les toits de Paris. J'ai murmuré, dans l'air froid de la nuit, en anglais, « Maybe you're the one who doesn't understand. » Peut-être que c'est toi qui ne comprends pas. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire de quelqu'un qui vient de poser la première bombe. Le lendemain matin, le soleil était d'une pâleur insolente. Je me suis levée avant Adrien. J'ai préparé son café. J'ai préparé mes rôles. L'épouse, le fantôme. J'ai posé ma traduction sur la table de la cuisine, juste à côté de son bol de céréales, comme un devoir d'enfant. Puis je me suis assise et j'ai attendu. Il est arrivé, déjà en costume, l'air pressé. Mon café, chérie, sur la table, ai-je dit doucement. Il s'est arrêté. Il a vu les papiers. Ah, tu l'as fait. Il y avait du soulagement dans sa voix. Pas de la gratitude, du soulagement. Le soulagement de l'homme qui se débarrasse d'une corvée. Merci, Élise. Il a pris les feuilles, il les a parcourues. Je l'ai observé. Son regard glissait sur les mots. Mon français parfait. Ma bombe à retardement. Il ne lisait pas. Il vérifiait juste la longueur. Il a hoché la tête, satisfait que ce soit juste un petit truc. Parfait, a-t-il dit. Je vais le donner à Camille. Elle va le nettoyer. Il m'a souri. Ce sourire.
Le sourire qu'on donne à un chien qui a rapporté un bâton trop sale. Tu vois, chérie, tu peux être utile. Il a mis les papiers dans sa mallette en cuir. Il m'a embrassé sur le front. Une simple pression de lèvres froides. Je rentre tard. Réunion importante avec les Américains. Bonne chance, ai-je murmuré. Il est parti. Le nettoyage allait commencer. Je n'ai pas eu besoin d'y être. Mon petit enregistreur, maintenant mon compagnon le plus fidèle, était déjà dans sa mallette. Je l'avais glissé la nuit dernière pendant qu'il dormait. J'ai attendu 1 heure, puis je me suis connectée à l'application. J'ai mis mes écouteurs. J'écoutais sa vie en direct. Le son du bureau, le bruit des claviers, la voix d'Adrien, autoritaire. Camille, mon bureau, maintenant. Le bruit de la porte qui s'ouvre. Tiens, dit Adrien, le son de papier jeté sur un bureau. C'est la traduction d'Élise. Jette un œil avant que je l'envoie aux avocats américains. Fais-le vite. Un silence, puis le rire de Camille. Un rire cristallin, plein de mépris. Et, bien sûr, elle est passée à l'anglais. Are you joking? Tu plaisantes? You actually made your wife do this? It looks like her homework from high school. Tu as vraiment fait faire ça à ta femme? On dirait son devoir de lycée. Just fix it, Camille. I don't have time. Contente-toi de le corriger, Camille. Je n'ai pas le temps. Fix it? Adrien, this is probably riddled with mistakes. I'll have to redo the whole thing. She probably used Google Translate. Le corriger? Adrien, c'est sûrement truffé d'erreurs. Je vais devoir tout refaire. Elle a probablement utilisé Google Traduction. J'ai souri, je buvais mon thé. I don't care how you do it. The Americans want a certified French version attached to the original. Their lawyers are old-fashioned. Make it look professional. Sign it. Send it back to me. I'm sending the whole package in 1 hour. Je me fiche de comment tu le fais. Les Américains veulent une version française certifiée jointe à l'original. Leurs avocats sont vieux jeu. Fais en sorte que ce soit professionnel. Signe-le. Renvis-le-moi. J'envoie tout le dossier dans 1 heure. Fine, a-t-elle soupiré. But I'm billing you for this. Full translation rates. This is insulting. Bien, mais je te facture ça. Tarif de traduction complet, c'est insultant. Bill-me whatever you want, baby. Just get it done. Facture ce que tu veux, bébé. Fais-le, c'est tout. Le son d'Adrien quittant la pièce. J'ai entendu Camille soupirer. Le bruit de feuilles qu'on feuillette. J'ai retenu mon souffle. C'était le moment critique. Allait-elle voir ma petite erreur? J'ai entendu Camille rire toute seule. Responsable des dommages financiers et pénaux. Responsable des dommages financiers et pénaux. Elle l'avait vu, mon cœur s'est arrêté. Elle a ri plus fort. Oh my God, she actually thinks damage means pénaux. What an idiot, she's trying to sound smart. Oh mon Dieu, elle pense vraiment que damage veut dire pénaux. Quelle idiote. Elle essaie de paraître intelligente. Elle pensait que j'avais mal traduit financial damage. Elle pensait que c'était une erreur de vocabulaire. Elle n'a pas vu la structure, elle n'a pas vu le piège. Elle a vu ce qu'elle voulait voir, une femme stupide. Sans plafond de limitation, she's insane. Sans plafond de limitation, elle est folle. J'ai entendu le bruit d'un stylo. Elle corrigeait? Non. J'ai entendu un autre son, un tampon, le tampon de sa société. Traduction certifiée conforme. You know what? A-t-elle dit à voix haute, à elle-même. Fuck it. If he wants to send this garbage, let him. Let the Americans see what kind of idiot he's married to. Tu sais quoi? Au diable! S'il veut envoyer ses ordures, qu'il le fasse. Laissons les Américains voir avec quel genre d'idiote il est marié. Elle n'allait pas le corriger. Son arrogance était plus forte que son professionnalisme. Elle allait l'envoyer tel quel, pour m'humilier, pour me faire paraître stupide aux yeux du monde. Elle a signé, elle a validé ma bombe. Elle a apposé son sceau de traductrice certifiée sur mon piège mortel. Merci Camille, j'ai éteint l'enregistreur. J'ai fini mon thé. Le piège était armé. Le chien de garde venait de s'endormir. Le compte à rebours avait commencé. Les 3 jours suivants furent d'un calme surréaliste. Adrien était radieux. Les Américains ont reçu le contrat, chérie. Ils sont bien en train de l'examiner. Ça va changer nos vies. Nos vies.
Il parlait de sa vie et de celle de Camille. Il m'a même emmené et dîner chez l'Ambroisie, un restaurant 3 étoiles. Il parlait de la nouvelle voiture qu'il allait acheter, de l'appartement plus grand sur l'avenue Foch. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai mangé mon homard. Il avait un goût de cendre. Le 4e jour, le jour de l'audit de mon père. Je le savais. Adrien l'avait oublié. J'étais dans le salon. Je préparais mon thé de l'après-midi. Un Darjeeling cette fois, le champagne d'été. Je sentais que c'était un jour de célébration. Le téléphone a sonné. Mon téléphone. C'était Adrien. Je n'ai pas décroché tout de suite. J'ai laissé l'eau frémir. J'ai versé. J'ai laissé infuser. 3 minutes. Il a rappelé. Sa voix, quand j'ai décroché, n'était pas celle d'Adrien. C'était le son d'un animal pris au piège. Élise. Sa voix était un murmure étranglé. Oui, Adrien. Le dîner de ce soir. Tais-toi, a-t-il hurlé. Tais-toi, qu'est-ce que tu as fait? Je suis restée silencieuse. Quoi, chérie? Je ne comprends pas. La traduction, le contrat. Il respirait difficilement. Les Américains, leurs avocats, ils ont tout annulé. Oh non, ai-je dit, ma voix pleine d'une fausse inquiétude. Mais pourquoi? Ils ont dit que le contrat était un piège hostile, que la clause française était une tentative d'extorsion criminelle. Il imitait une voix américaine. Ils ont dit que c'était la chose la plus non professionnelle qu'ils aient jamais vue. J'ai pris une gorgée de thé. Délicieux. Mais Camille ne l'a pas corrigé? Ai-je demandé innocemment. Camille! Il a craché son nom. Ils ont appelé Camille. Ils lui ont demandé comment elle, une traductrice certifiée, pouvait valider une clause qui nous rendait responsables, pénalement, en cas de rupture. Il haletait. Et elle ne savait pas quoi dire. Oh mon Dieu! Et elle, je dis. Et ce n'est pas tout, a-t-il chuchoté. Leurs avocats, ils ont trouvé ça suspect. Ils ont fait des recherches. Oh, ils ont contacté les Allemands, Élise. Ils ont parlé aux Allemands. Mon cœur a fait un bond. C'était mieux que ce que j'avais prévu. Les Allemands leur ont tout dit, sur le trou, sur l'argent manquant. Les Américains pensent que j'ai essayé de les piéger pour couvrir mes autres fraudes. Ils parlent d'alerter les autorités. L'AMF, l'autorité des marchés financiers. Le sang a quitté mon visage. Je n'avais pas prévu ça. Je voulais le ruiner, pas l'envoyer en prison. Ou peut-être que si... Adrien, ai-je dit, ma voix tremblant. Cette fois, c'était réel. Où es-tu? Je suis dans la voiture. Je rentre. La ligne s'est coupée. Le silence est revenu. Mais c'était un silence différent. Ce n'était plus le silence de la chasse. C'était le silence avant l'explosion finale. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Adrien était laid. Son visage était gris. Son costume parfait était en désordre. Sa cravate défaite. Il m'a regardée, moi assise sur le canapé, ma tasse de thé à la main. Toi, a-t-il dit. Il s'est approché. C'est de ta faute. Ma faute, Adrien, j'ai essayé. Ta faute, a-t-il crié. Ton incompétence, ta stupidité, tu as tout ruiné. Il a levé la main. Je n'ai pas bougé. Je l'ai regardé. Vas-y, ai-je dit. Frappe-moi. Ajoute ça à la liste pour les avocates. Sa main est restée en l'air. Il tremblait de rage. Le téléphone a sonné de nouveau. Son téléphone. Il l'a regardé. C'est ton père. Il m'a regardé, les yeux fous. L'audit. C'est aujourd'hui. Il sait. Il a décroché. Robert. Oui. Non. Écoute. C'est un malentendu. Non. Robert, je peux tout expliquer. Il a écouté. Son visage est passé du gris au blanc. Quoi? Quoi? Non, non, elle n'aurait pas pu. Elle ne sait pas. Il m'a regardé. Une nouvelle peur dans ses yeux. Une peur différente. La peur de l'homme qui réalise qu'il n'a jamais compris l'ennemi. Elle est juste là, a-t-il dit au téléphone, en train de boire son putain de thé. Il a raccroché. Qu'a dit mon père? Ai-je demandé. Adrien s'est affalé sur le fauteuil. Il avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans. Il a gelé le fond. Il a dit qu'il avait reçu un email anonyme ce matin. J'ai levé un sourcil. Moi, je n'avais rien envoyé. Mon père? Un email, a continué Adrien d'une voix morte, avec des fichiers audio.
Ma tasse de thé s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Les fichiers audio, comment? Des enregistrements, de moi, et Camille, parlant, du fond, de te gérer. Il m'a regardé. Camille, ai-je réalisé. C'était elle. Elle avait dû se sentir trahie par Adrien après l'appel des Américains. Elle avait dû paniquer. Elle avait envoyé les bombes pour se sauver. Elle avait trahi son partenaire. La porte a sonné. Adrien n'a pas bougé. J'ai ouvert. Camille était au moins été là, en larmes. Élise, Élise, il faut que tu m'aides. Il va me détruire. Il a dit que c'était de ma faute. Elle m'a vue. Elle a vu Adrien détruit dans le fauteuil. Elle a vu mon calme. Elle a vu ma tasse de thé. Et pour la première fois, elle a compris. Elle a arrêté de pleurer. C'était toi, a-t-elle murmuré. Elle m'a regardée comme si elle me voyait vraiment. Tu. Elle est passée à l'anglais, par habitude. You understand. Tu comprends. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. You understood everything. Tu as tout compris. The old hag, la vieille bique, the stupid wife, la femme stupide. Elle a reculé d'un pas. Adrien a levé la tête. Il nous regardait. Il ne comprenait pas l'anglais. Il ne comprenait rien. Il était perdu entre deux femmes qui parlaient une langue secrète, la langue de sa trahison. « Qu'est-ce qu'elle dit » a-t-il demandé, d'une voix faible. Je n'ai pas quitté Camille des yeux. J'ai pris une gorgée de thé et j'ai répondu à Adrien, en français. Elle dit que c'est une journée difficile. Mon calme était un miroir, et dans ce miroir, Camille a vu son propre visage déformé par la panique. Elle a regardé Adrien, puis m'a regardé. La peur s'est transformée en rage. « Une journée difficile » a-t-elle craché en français. « Une journée difficile » Tu as... Elle s'est arrêtée comme si le français était une langue trop lente pour sa fureur. Elle s'est tournée vers Adrien et elle a explosé en anglais. « You idiot, espèce d'idiot. What is she saying? Élise, translate. Qu'est-ce qu'elle dit? Élise, traduit. » a hurlé Adrien, complètement perdu. Il s'est levé, son visage passant de la peur à la confusion. Camille a ri, un rire hystérique. « Translate, you want her to translate? » Traduire, tu veux qu'elle traduise? « She's the one who did this. She did this to us. » C'est elle qui a fait ça, c'est elle qui nous a fait ça. « Quoi ?» a dit Adrien. Il secouait la tête. Elle, c'est sa faute. Son erreur stupide. « It wasn't a mistake, you moron. » Ce n'était pas une erreur, crétin. Camille s'est avancée vers lui, le doigt pointé. « She understands. She understands every word. » Elle comprend chaque mot. Le silence est tombé, un silence si lourd qu'il a semblé aspirer tout l'air de la pièce. Adrien m'a regardé. Ses yeux, je n'oublierai jamais ses yeux. Ce n'était plus de la peur, c'était de l'horreur pure. L'horreur d'un homme qui réalise que le fantôme dans sa maison tenait un couteau. Il a parlé. Un murmure. « Élise ?» Je l'ai regardé. J'ai posé ma tasse de thé sur la table. Le son de la porcelaine sur le bois a été le seul bruit. J'ai pris mon temps et j'ai répondu, pour la première fois, en anglais. « Yes, Adrien ?»« Oui, Adrien. » Son visage s'est décomposé. Le son de ma voix, mon accent parfait, la clarté de ma prononciation, ce fut le coup de grâce, plus puissant que la traduction, plus puissant que les enregistrements. Ce fut la révélation. J'étais le monstre sous son lit. Il s'est reculé, comme s'il avait été frappé. Il a heurté la bibliothèque. Des livres sont tombés. « Non », a-t-il murmuré. « Non, non, c'est pas possible. » Camille pleurait de rage maintenant. « Yes, it is possible. I just realized. The pot on the balcony. That day, she heard us. She heard everything. » Si, c'est possible. Je viens de réaliser. Le pot sur le balcon, ce jour-là, elle nous a entendus. Elle a tout entendu. She heard you call her an old hag. Elle t'a entendu l'appeler vieille bique. Adrien m'a regardé, les yeux suppliants. Il cherchait un démenti. Il cherchait un signe que c'était un cauchemar. Je lui ai donné la vérité. Every single word, ai-je dit calmement. Chaque mot. Maybe you're the one who doesn't understand. That's what I said. You just didn't listen. Peut-être que c'est toi qui ne comprends pas. C'est ce que j'ai dit. Tu n'as juste pas écouté. Les enregistrements,
a-t-il haleté, se tournant vers Camille. C'était toi! Tu as tout envoyé à son père. Tu m'as trahi! Il s'est jeté sur elle. Il ne l'a pas frappée. Il l'a attrapée par les bras. Tu as ruiné ma vie. I ruined your life, a-t-elle hurlé en se débattant. You ruined my life. You lied to me. You stole money. You told me her trust fund was clean. J'ai ruiné ta vie. Tu as ruiné ma vie. Tu m'as menti. Tu as volé de l'argent. Tu m'as dit que son fonds était propre. I sent those files to her father to protect myself, because you were going to blame me for everything. J'ai envoyé ces fichiers à son père pour me protéger, parce que tu allais tout me mettre sur le dos. Adrien ne trouvait plus ses mots, ni en français, ni en anglais. Il était brisé. Il l'a lâché. Il s'est tourné vers moi. Il n'y avait plus de colère, juste un vide. Pourquoi a-t-il demandé, en français. 10 ans, Élise, 10 ans. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas juste partir? Je me suis levée. Je me suis approchée de la fenêtre. Les pivoines que j'avais plantées étaient mortes. Partir? Ai-je dit. Tu veux dire partir comme une idiote? Partir comme une vieille bique? J'ai utilisé leurs mots, en français. La traduction les a frappés tous les deux. Je voulais partir, ai-je continué, ma voix douce. Ce jour-là, sur le balcon, j'ai failli. Je voulais juste prendre mon sac et disparaître. Je me suis retournée vers eux, 2 statues de sel, et puis j'ai entendu parler du fond de ma famille. J'ai regardé Adrien. J'ai entendu « I'll handle it ». J'ai vu la peur revenir dans ses yeux. Tu n'allais pas seulement me quitter, Adrien. Tu n'allais pas seulement me tromper. Tu allais me détruire. J'ai secoué la tête. Et ça, je ne pouvais pas le permettre. J'allais le remettre, s'est-il défendu. C'était juste un emprunt. Je t'aime, Élise. Je t'ai toujours aimé. Le mot aimer, dans sa bouche, était devenu une obscénité. Camille a éclaté d'un rire amer. You love her? Is that what you told me last night in bed? Tu l'aimes? C'est ce que tu m'as dit hier soir au lit? Tais-toi! A hurlé Adrien. No, I won't shut up. Non, je ne me tairai pas. Camille s'est tournée vers moi. Son maquillage coulait. He told me you were cold, that you hadn't touched him in months, that you were the ice cube. Il m'a dit que tu étais froide, que tu ne l'avais pas touché depuis des mois, que tu étais le glaçon. J'ai regardé Adrien. Il n'a pas pu soutenir mon regard. Le glaçon, ai-je répété. C'est vrai, je l'étais. J'ai fait un pas vers lui. Comment peut-on être chaude quand on vit avec un cadavre? Il a tressailli. La traduction, a murmuré Adrien, comme s'il venait de comprendre. La clause, ce n'était pas une erreur. Non, ai-je dit, ce n'était pas une erreur. It was a masterpiece. C'était un chef-d'œuvre. Camille a compris la première. Son visage s'est figé. You wanted them to find it. Tu voulais qu'ils le trouvent. You wanted them to dig. Tu voulais qu'ils creusent, tiens. You used your stupidity as a weapon. Tu as utilisé ta stupidité comme une arme. Non, ai-je corrigé. J'ai utilisé votre perception de ma stupidité comme une arme. J'ai regardé Adrien. Tu m'as tendu une arme, chérie. Tu m'as dit que j'étais utile. Je t'ai juste montré à quel point. Mais les Allemands, l'AMF, la prison. Adrien s'est effondré sur le canapé. Il a mis sa tête dans ses mains. Élise, tu ne ferais pas ça. Pas à moi. 10 ans. Tu m'as menacée. Ai-je dit, ma voix ne tremblant pas. Tu as menacé ma famille. Tu as menacé ma vie. J'ai fait une pause. La prison n'était pas mon intention. Je voulais juste mon argent. J'ai souri tristement. Mais comme tu l'as dit, I'll handle it. Et je l'ai fait. La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés d'Adrien. Il pleurait. Il ne pleurait pas pour moi. Il ne pleurait pas pour nous. Il pleurait pour lui-même. Camille, elle, avait cessé de pleurer. Elle me regardait avec une sorte de respect terrifié. Elle a attrapé son sac. Et I'm leaving. Je m'en vais. You are both insane. Vous êtes fous tous les deux. Elle s'est dirigée vers la porte. Attends, a crié Adrien. Tu ne peux pas me laisser. Watch me. Regarde-moi bien, a-t-elle dit. Elle s'est arrêtée, la main sur la poignée. Elle m'a regardée une dernière fois. He's all yours, Élise.
The old hag and the failed husband. You deserve each other. Il est à toi, Élise. La vieille bique et le mari raté. Vous vous méritez. Elle était titiate, elle est partie. La porte s'est refermée. Le bruit a semblé final. Nous étions seuls, Adrien et moi, le mari et la femme, l'architecte de la trahison et l'architecte de la vengeance. Il a relevé la tête. Ses yeux étaient grands et rouges. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Élise ? Sa voix était celle d'un petit garçon perdu. Il attendait que je le gère. Il attendait que je nettoie, comme j'avais toujours fait. Toi, ai-je dit, je ne sais pas ce que tu vas faire, Adrien. Tu vas sûrement devoir appeler un très bon avocat. J'ai pris mon manteau sur la chaise. J'ai pris mon sac à main, le même sac à main qui avait porté l'enregistreur. Où vas-tu ? A-t-il demandé, paniqué. Tu ne peux pas partir. Tu es ma femme. J'ai ri. Ce n'était pas un rire heureux. C'était un rire sec, rouillé. Ta femme ? Adrien, ta femme est morte sur ce balcon il y a des semaines. Le jour où tu l'as appelée vieille bique. J'ai ouvert la porte. L'air frais du couloir m'a semblé délicieux. Moi, ai-je dit, je vais prendre un thé. Et toi, tu vas devoir t'habituer au silence. Le vrai, le mien. Je suis partie, je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas couru. J'ai marché dans la rue. Le soleil était toujours pâle, mais pour la première fois depuis 10 ans, j'étais libre et je comprenais tout. Le son de la porte qui se ferme. Pas un claquement, juste un clic. Un son doux, final et précis. Le son d'une serrure qui se verrouille. Le son de ma vie qui s'arrête. Je suis restée là, debout au milieu du salon. L'appartement était silencieux. Mais ce n'était pas le silence d'Élise. Ce n'était pas son silence calculé. Son silence d'observation. C'était un silence vide. Un silence de mort. Élise, j'ai dit son nom. Une fois. Le mot est tombé de ma bouche et s'est écrasé sur le tapis. Personne n'a répondu. Bien sûr que non. Elle est partie prendre un thé. Je me suis assis. Non, je me suis effondrée. Sur le canapé où elle avait été assise. La place était encore chaude. J'ai vu sa tasse, à moitié pleine, le thé Darjeeling, le champagne d'été. Elle célébrait. Every single word, chaque mot, sa voix, son anglais parfait. Pendant 10 ans, 10 ans, elle avait vécu à mes côtés. Elle avait dormi dans mon lit. Elle avait écouté. J'ai regardé la bibliothèque, les livres qu'elle lisait, tous en anglais. Virginia Woolf, James Joyce, Shakespeare. Je n'avais jamais regardé. Je n'avais jamais fait attention. Je voyais livres. Je pensais loisirs de femme au foyer. Je ne voyais pas les armes. Vieille bique. Le glaçon. Conne stupide. J'ai mis mes mains sur mon visage. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas être réel. C'était un cauchemar. Une blague cruelle. Élise, ma Élise, la fille douce que j'avais rencontrée à l'université, celle qui rougissait quand je lui parlais, celle qui avait abandonné sa carrière pour moi, abandonné, une nouvelle pensée, plus froide, plus terrifiante. Est-ce qu'elle avait abandonné? Ou est-ce qu'elle s'était mise en couverture? J'avais attrapé mon téléphone. Mes doigts tremblaient. Je l'ai appelée. Élise, portable. La sonnerie, une fois, 2 fois, puis sa messagerie vocale. Sa voix, douce, calme. Des Françaises. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Élise Morel. Je ne suis pas disponible pour le moment. Morel. Elle était encore une Morel. Élise, décroche. J'ai crié dans le vide. C'est une erreur, on peut arranger ça. Je suis désolée. Tu m'entends? Je suis désolée. J'ai laissé le message, j'ai rappelé. Directement sur la messagerie. Elle m'avait bloquée. Mon cœur battait si fort qu'il me faisait mal à la poitrine. Panique, pure panique. Les avocats, l'AMF, l'argent. Mon père, non, son père. J'ai appelé mon avocat. Maître Dubois. Adrien, c'est le milieu de l'après-midi. J'espère que c'est important. Dubois, ma voix était méconnaissable. J'ai besoin de vous. Maintenant. C'est grave. Grave comment? Le contrat américain? Oui. Et les Allemands. Et le fond de ma femme. Silence à l'autre bout. Adrien, dit-il lentement. Vous n'avez pas touché au fond de votre femme, n'est-ce pas? Le fond Laurent? Je n'ai pas pu répondre. Adrien? Ils savent, ai-je murmuré. Son père sait.
Il a des enregistrements. Un autre silence. Plus long, puis un soupir. Adrien, trouvez un avocat pénaliste. Mais vous êtes mon avocat. Je suis un avocat d'affaires. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un miracle. Ou d'un très très bon avocat spécialisé en droit pénal financier. Je ne peux plus vous représenter. Conflit d'intérêts. La famille Laurent est aussi ma cliente. Quoi? Au revoir, Adrien. La ligne a coupé. Conflit d'intérêts. La famille Laurent. Bien sûr. Elle avait tout, elle avait pensé à tout. Elle avait construit la cage, et j'avais foncé dedans comme un taureau stupide. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Il a frappé le mur et a glissé au sol, l'écran brisé. Je m'en fichais. J'ai regardé autour de moi. L'appartement, mon succès. Chaque meuble, chaque tableau. Payé par qui? Payé par l'homme qui m'avait fait confiance. Robert Laurent. Payé par la femme qui m'avait compris. J'avais besoin d'un verre. Je suis allée à la cave à vin. Un château Pétrus. Une bouteille à 5 000 €. Je l'ai ouverte. Je n'ai pas pris de verre. J'ai bu à la bouteille. Le vin avait un goût de vinaigre. Camille, elle m'avait trahi. Elle avait envoyé les enregistrements. J'ai essayé de ressentir de la colère contre elle, mais je n'y arrivais pas. Elle n'était qu'un pion. Elle était aussi stupide que moi. Elle croyait aussi qu'Élise était une idiote. Nous étions les deux idiots. Et Élise était la joueuse d'échecs. Je me suis resservie. J'ai ri. Un rire sec qui s'est transformé en tout. It was a masterpiece. C'était un chef-d'œuvre. Elle avait raison. Sa traduction, cette petite erreur, dommage et pénaux. Elle l'avait visé, ce mot. Elle savait. Elle savait que Camille était trop arrogante pour corriger. Elle savait que j'étais trop pressée pour lire. Elle savait que les Américains étaient trop méticuleux pour laisser passer. Elle nous connaissait. Elle nous connaissait mieux que nous-mêmes. J'ai fini la bouteille. Le salon commençait à tourner. Le soleil se couchait. La pièce s'emplissait d'ombre. Comme ma vie. Tu ne peux pas partir. Tu es ma femme. Mes propres mots. Quelle blague. Ma femme. Je n'ai jamais connu ma femme. J'ai vécu 10 ans avec une étrangère brillante, impitoyable, une étrangère qui parlait couramment la langue de la vengeance. Et moi, je ne parlais même pas la langue de ma propre trahison. J'étais l'idiot du village, le mari cocu, le criminel en col blanc. J'ai essayé de me lever, j'ai trébuché, je suis tombée à genoux, sur le tapis où elle avait fait tomber son pot de pivoine. J'ai vu quelque chose, un petit morceau de terre cuite, un éclat du pot. Elle l'avait manqué en nettoyant, ou elle l'avait laissé là, exprès, comme un rappel, comme un trophée. Je l'ai ramassé. Le bord était tranchant. Il m'a coupé le doigt. J'ai regardé le sang couler, rouge, réel. La première chose réelle que j'avais ressentie de toute la journée. Je me suis assis là, par terre, dans le noir, l'appartement silencieux, mon téléphone brisé, mon avocat parti, ma maîtresse partie, ma femme était partie prendre un thé. J'ai commencé à pleurer. Pas les sanglots d'un enfant perdu, pas les larmes de rage que j'avais eues plus tôt. Non, c'étaient des larmes silencieuses, des larmes de compréhension, des larmes de pur anéantissement. J'ai compris. Enfin, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la prison. Ma punition, ma vraie punition, c'était de savoir. C'était de savoir que pendant 10 ans, j'avais été l'imbécile. Et elle avait tout su, elle avait tout compris, et elle avait attendu. Son silence n'était pas une faiblesse, c'était une arme, c'était sa vengeance. Et c'était parfait. Le clic de la porte se fermant derrière moi a été le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Ce n'était pas un son de colère, ce n'était pas un son de victoire. C'était le son d'une page que l'on tourne, le son d'un livre qui se referme. Un livre que j'avais lu trop longtemps, dont je connaissais chaque mot, et dont la fin était devenue inévitable. Je suis entrée dans l'ascenseur. Le miroir mural m'a renvoyé mon reflet. Je me suis regardée. Élise Morel. Bientôt, juste Élise Laurent. Je m'attendais à voir une femme en larmes, ou une femme au sourire triomphant. Je n'ai vu ni l'un ni l'autre. J'ai vu une femme fatiguée, une femme qui n'avait pas dormi depuis des semaines, une femme qui avait porté le poids de trop de mots. Mais mes yeux étaient clairs. Il n'y avait pas de tremblement dans mes mains. J'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée.
J'ai regardé les chiffres descendre. 5, 4, 3. À chaque étage, je sentais un poids se soulever de mes épaules. Le poids de 10 ans de mensonges. Pas seulement les siens, les miens aussi. Mon silence avait été un mensonge. Mon rôle d'épouse ignorante avait été le plus grand mensonge de tous. Les portes se sont ouvertes sur le hall en marbre. Le concierge m'a salué. « Bonne journée, Madame Morel. »« Bonne journée, Jean-Pierre », ai-je répondu. Ma voix était normale. Il m'a souri. Pour lui, c'était un mardi comme les autres. Pour moi, c'était le premier jour. J'ai poussé la lourde porte en verre. L'air de Paris m'a frappé. Frais, humide, ça sentait la pluie qui venait et le café du bistrot d'en face. J'ai respiré profondément. C'était la première bouffée d'air que je prenais en tant que moi-même depuis une décennie. Je n'avais rien. Juste mon sac à main, mon manteau et mon téléphone. Le téléphone que j'avais utilisé pour le détruire. Je n'avais pas de valise, je n'avais pas de plan pour la nuit. Je vais prendre un thé, c'était la seule vérité que j'avais. J'ai marché, sans but précis au début. Mes pas m'ont mené loin de notre arrondissement, le 16e, loin des rues larges et propres, des façades haussmanniennes parfaites, des vies parfaites qui cachaient des intérieurs pourris. J'ai marché jusqu'au marais. Les rues étaient plus étroites, plus vieilles, plus vivantes. Il y avait des boutiques indépendantes, des galeries d'art, des gens qui riaient sur les terrasses. Je me suis arrêtée devant une petite boutique. Une façade bleu profond. Comptoir d'été. C'était un signe. Je suis entrée. L'odeur m'a enveloppée. Mélange de bergamote, de jasmine, d'épices et de terre sèche. C'était l'odeur du réconfort. L'odeur de la vérité. Une vieille dame aux cheveux blancs, nouée en un chignon strict, était derrière le comptoir. Elle lisait. Elle a levé les yeux. Des yeux bleus, vifs et intelligents. « Bonjour, madame, je peux vous aider ?» Sa voix était comme du vieux velours. « Je ne sais pas, » ai-je dit honnêtement. « Je cherche quelque chose, pas un Earl Grey, pas quelque chose de faux. » Elle a souri, un petit sourire en coin. « Ah, vous cherchez quelque chose de vrai. » Elle s'est levée. Les saveurs fausses sont pour les gens qui ont peur du goût de la vie. Elle s'est dirigée vers une étagère remplie de boîtes en fer blanc. Alors, pas de champagne d'été pour vous aujourd'hui. J'ai tressailli, le Darjeeling, ma célébration. Elle l'avait deviné. Vous avez besoin de quelque chose qui vous ancre, a-t-elle dit. Elle a pris une boîte, un pu'er du Yunnan. Elle l'a ouverte. L'odeur était forte, terreuse comme l'odeur de la forêt après la pluie, l'odeur de la cave, l'odeur du temps. C'est un thé vieilli, a-t-elle expliqué. Il ne cache rien. Il est sombre, complexe. Certains disent qu'il est difficile, mais il est honnête. Je vais le prendre, ai-je dit. Non, a-t-elle dit. Elle a pris une petite théière en terre cuite. Vous allez le boire, ici, avec moi. Elle m'a regardée, et pour la première fois de la journée, j'ai senti les larmes monter. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement, d'être vue, vraiment vue, par une étrangère. Je me suis assise à la petite table en bois. Elle a préparé le thé avec une précision rituelle. L'eau chaude, le rinçage des feuilles, l'infusion. Elle m'a servi une petite tasse droitisse. La liqueur était sombre, presque noire. J'ai bu. Le goût était fort, terreux. Mais derrière la force, il y avait une douceur cachée. Une douceur qui restait sur la langue. C'était amer, mais c'était vrai. Alors, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Vous avez tué quelqu'un aujourd'hui. J'ai failli recracher mon thé. Je l'ai regardée, les yeux écarquillés. Elle a ri. Non, pas avec un couteau, ma chère, avec des mots. Comment? Vos yeux, a-t-elle dit. C'est un regard que je reconnais. Le regard de quelqu'un qui vient de fermer une porte très lourde, et qui n'est pas sûre d'aimer ce qu'elle voit de l'autre côté. J'ai regardé dans ma tasse. J'ai détruit la vie de mon mari. Vraiment? A-t-elle demandé. Où est-ce qu'il a détruit la sienne et vous avez juste arrêté de nettoyer derrière lui? Ces mots, ils ont frappé si juste. Il m'a trompée, ai-je murmuré. Pendant longtemps. C'est banal, a-t-elle dit en haussant les épaules. Il a volé l'argent de ma famille. Ah, a-t-elle dit, ça c'est moins banal. C'est du domaine du criminel. Et je savais tout. Je l'ai écouté.
Je l'ai piégé. Bien, a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Bien, bien. Vous vous êtes défendu. Vous n'avez pas joué la victime. Vous avez utilisé votre cerveau. Elle s'est resservie du thé. Ce monde, ma petite. Il n'est pas tendre avec les femmes, surtout avec les femmes silencieuses. Ils prennent notre silence pour de la stupidité. Ils prennent notre gentillesse pour de la faiblesse. Elle m'a regardé intensément. Ils ont oublié que l'eau silencieuse est la plus profonde, et parfois la plus dangereuse. J'ai hoché la tête, les larmes coulant maintenant. Je ne les ai pas essuyées. C'étaient des larmes propres. Que vais-je faire maintenant? C'était la vraie question. La vengeance était terminée. La colère s'était dissipée. Il ne restait que le vide, un vide terrifiant. Maintenant, a-t-elle dit, maintenant vous allez finir ce thé. Puis vous allez trouver un hôtel simple mais propre. Vous allez dormir. Vous allez dormir pendant probablement 12 heures. Elle a souri. Et demain, vous commencerez à vivre. Commencer quoi? Peu importe. Une nouvelle vie. Vous avez l'air de connaître le thé. Vous avez l'air de connaître le silence. C'est un bon début. J'ai sorti mon téléphone. Mon père m'avait envoyé un message. Je suis là. Quand tu seras prête. Je t'aime. Et un autre, d'un numéro inconnu. Un avocat spécialisé dans les divorces difficiles. Mon père. Il avait tout compris. Il n'avait pas attendu. J'ai regardé la vieille dame. Je crois que je sais par où commencer. Bien sûr que vous savez, a-t-elle dit. Vous avez toujours su. Vous aviez juste oublié. J'ai fini ma tasse. Le thé était encore amer. Mais la douceur est venue après, comme une promesse. J'ai payé. J'ai acheté un paquet de puer. Gardez-le, m'a-t-elle dit, pour votre premier matin. Je suis sortie de la boutique. La pluie avait commencé à tomber. Une pluie fine. Elle lavait les rues de Paris. Elle me lavait. Je n'ai pas pris de taxi. J'ai marché sous la pluie. Je n'avais plus peur d'être mouillée. Je n'avais plus peur du froid. J'étais le glaçon. Et je commençais à fondre. 1 an. 365 jours. 12 mois s'étaient écoulés depuis le clic de cette porte. 12 mois que j'avais marché sous la pluie, trempée, libre et terrifiée. Aujourd'hui, le soleil brille sur le marais. Il filtre à travers la grande vitre de ma boutique. Thé à vérité. C'est écrit en lettres dorées, simples sur la façade bleu profond. La même couleur que celle du comptoir d'été où j'avais trouvé refuge. Madame Alix, la propriétaire, était devenue mon mentor. Elle m'avait appris les secrets du puer, la patience du oolong et la franchise du thé vert. Quand elle a pris sa retraite, 6 mois plus tard, elle m'a vendu la boutique. « Vous n'achetez pas un magasin, ma chère, m'avait-elle dit. Vous reprenez un sanctuaire. » Et c'était devenu le mien. L'intérieur est simple, des étagères en bois brut, remplies de boîtes en fer blanc. Quelques tables en bois sombre, pas de Wi-Fi, pas de musique pop, juste le son de l'eau qui chauffe, le tintement de la porcelaine et le murmure des conversations. Je ne suis plus Élise Morel. J'ai repris mon nom. Élise Laurent. Je ne suis plus une femme au foyer. Je suis une marchande de thé, une sommelière du thé. J'aime ce titre. Il est honnête. Je me suis regardée dans le reflet de la bouilloire en cuivre. Mes cheveux sont un peu plus courts. Je ne porte plus de perles. Je porte un simple chemisier en lin et un tablier. Mais le plus grand changement, ce sont mes yeux. Ils ne sont plus en alerte. Ils ne sont plus tristes. Ils sont calmes. Le calme de quelqu'un qui a vu le fond de l'abîme et qui a décidé d'en remonter. Une cliente entre. Une jeune femme, peut-être 25 ans. Elle a l'air perdue. Ses yeux sont rouges. Elle ressemble à moi, il y a 1 an. « Bonjour, dis-je doucement. « Bonjour, murmure-t-elle. Je ne sais pas ce que je veux. » C'est le meilleur point de départ, je réponds avec un sourire. Souvent, nous pensons savoir ce que nous voulons, mais ce n'est que ce que nous pensons devoir vouloir. Je la guide vers une table. Asseyez-vous. Laissez-moi vous préparer quelque chose. Je ne lui demande pas ce qui ne va pas. Le thé n'est pas une thérapie. C'est une présence. Je ne lui sers pas un puer. C'est trop fort pour un cœur brisé frais. Je choisis un Baïmoudon, un pivoine blanche, un thé blanc délicat, l'odeur de fleurs séchées au soleil. C'est un thé qui demande de la douceur. Je le sers. Elle boit une gorgée. Elle ferme les yeux. Une seule larme roule sur sa joue. C'est si doux, dit-elle.
Il n'y a rien d'amer, j'explique. Pas de torréfaction, pas de fermentation forcée, c'est juste les feuilles séchées au soleil. C'est un thé qui ne ment pas sur sa nature. Elle hoche la tête. Elle boit à nouveau. Merci, dit-elle. Je hoche la tête et la laisse à son silence. C'est ça, thé à vérité. La vérité n'est pas toujours dure. Parfois, la vérité, c'est juste d'admettre qu'on a besoin de douceur. Mon père m'a demandé pourquoi je n'avais pas ouvert un cabinet de traduction. Tu es si douée, Élise, tu pourrais gagner une fortune. J'ai souri. J'ai passé 10 ans à utiliser la langue comme un champ de mine, papa. J'ai fini. Le thé ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Il est ce qu'il est. Le divorce avait été silencieux, aussi silencieux que ma vengeance. Adrien n'avait pas contesté. Il ne pouvait pas. Mon père et ses avocats avaient présenté les preuves. Pas les enregistrements de la trahison, juste les preuves de la fraude. Les transferts bancaires, les contrats falsifiés. C'était propre, clinique. Adrien avait signé. Il avait tout perdu, l'appartement, l'entreprise, l'argent, la garde de notre non-vie. Parfois, je pense à lui, pas avec colère, pas avec pitié, juste comme on pense à un hiver très rigoureux. C'est arrivé, c'était dur, c'est fini. J'ai entendu dire qu'il travaillait pour une petite société d'import-export, un poste subalterne. Je n'ai jamais cherché à savoir. Et Camille, elle avait disparu le jour même, comme une fumée. Mon père avait voulu la poursuivre aussi. Elle était complice, Élise. Non, avais-je dit. Laisse-la, elle n'était qu'un symptôme, un miroir de son arrogance à lui. Sa punition sera de vivre avec ce qu'elle est. La clochette de la porte tinte à nouveau. Une bouffée d'air froid. Mon cœur ne s'accélère pas. Mon pouce reste stable. Ce n'est pas lui. Je sais que ce n'est pas lui. C'est une livraison, un grand carton. Je signe le bon. Encore du thé, Élise ? Me demande le livreur en riant. Toujours, je réponds. J'ouvre le carton. C'est le Darjeeling, le champagne d'été. Je le sors, je le sens. L'arôme de muscat. Je souris. Je n'ai plus besoin de l'utiliser comme une arme. Je peux à nouveau l'apprécier pour ce qu'il est. Une simple feuille de thé, une belle illusion. La jeune femme à la table se lève. Ses yeux sont plus clairs. Combien je vous dois ? C'est offert aujourd'hui, dis-je, mais payez-le au suivant. Offrez un moment de douceur à quelqu'un d'autre quand il en aura besoin. Elle me sourit, un vrai sourire. Merci, dit-elle. Vraiment. Elle part, je nettoie la tasse, l'eau chaude coule sur mes mains. C'est une bonne vie, c'est une vie vraie. La vérité n'est pas un drame. La vérité, c'est ce qui reste quand le drame est terminé. Et ce qui restait pour moi, c'était le thé. Le soir est tombé. La dernière cliente est partie. La jeune femme au cœur brisé est revenue. Elle n'a pas pleuré, cette fois. Elle m'a acheté un paquet de Baïmoudane. Pour demain matin, m'a-t-elle dit. Je lui ai souri. C'est le meilleur moment. J'ai fermé la porte de thé à vérité. J'ai tourné la clé dans la serrure. Le son est net, précis, un son de finalité. J'aime ce son, il n'y a pas d'ambiguïté. La boutique est fermée. La journée étant terminée, je marche dans les rues du Marais pour rentrer chez moi. Mon appartement n'est pas loin. Un petit 2 pièces sous les toits, avec des poutres apparentes et une vue sur une cour intérieure remplie de lierre. C'est petit, c'est calme, c'est à moi. Il n'y a pas de marbre. Il n'y a pas de chambre d'amis. Il n'y a pas de porte verrouillée. En passant devant la place des Vosges, je vois un couple se disputer. Ils parlent fort. L'homme est en costume. La femme porte une robe chère. Ils sont beaux, riches et visiblement misérables. « Tu m'as menti !» crie-t-elle. « Tu n'as rien compris !» hurle-t-il. J'accélère le pas. Non pas parce que cela me met mal à l'aise, mais parce que cela m'ennuie. Le drame est si banal, si bruyant. Cela me fait penser à eux, aux cendres, ce qui reste après que le feu s'est éteint. Le feu de leur arrogance, de leur passion désordonnée, de leur mépris. Adrien. Je n'ai pas cherché à avoir de ses nouvelles, mais Paris est un village. Mon père, dans ses tentatives maladroites pour me protéger, laisse échapper des informations. Ou peut-être le fait-il exprès, pour me rappeler que j'ai gagné. Mais ce n'était pas un jeu. Gagner n'était pas le but. Comprendre l'était, et survivre.
Adrien n'est plus dans le 16e. L'appartement a été saisi, vendu aux enchères pour couvrir une fraction des dettes qu'il avait contractées, de l'argent qu'il avait volé à ma famille. La Morel Consulting n'existe plus. Le nom Morel est devenu une petite blague dans le milieu des affaires parisiens. Un synonyme pour l'homme qui avait tout et qui a tout fait exploser. Il vit en banlieue, dans un de ces immeubles neufs sans âme, un appartement de 40 mètres carrés à Boulogne-Billancourt. Il travaille. L'information que j'avais entendue était juste. Une société d'import-export. Pas comme PDG, pas comme consultant, comme employé. Un gestionnaire de comptes. Il gère les comptes des autres parce qu'il ne peut plus gérer les siens. Mon père m'a dit, l'air grave, il a été vu dans le métro, ligne 9. Il s'attendait à ce que je réagisse. De la pitié, du triomphe, je n'ai rien ressenti. L'homme que j'avais connu, l'homme qui prenait des taxis partout, qui détestait la promiscuité, dans le métro. Ce n'est pas la pauvreté qui est sa punition, c'est l'anonymat, c'est la banalité. Lui qui se croyait extraordinaire, il est devenu comme tout le monde, il est devenu invisible. Le sort qu'il m'avait réservé. C'est une ironie poétique. Mais c'est une poésie triste, et je n'ai pas envie de la lire. J'imagine parfois sa vie, se réveiller avant l'aube, prendre le métro bondé, s'asseoir dans un bureau ouvert, obéir à un chef plus jeune, plus stupide, mais plus honnête que lui, rentrer chez lui, manger seul à un repas réchauffé, et le silence. Mais pas mon silence. Pas le silence choisi, le silence rempli de thé et de vérité. Non. Son silence à lui, le silence vide de l'échec. Le silence de quelqu'un qui n'a plus personne à qui mentir parce que plus personne ne l'écoute. Et Camille, elle pense que je ne comprends pas. Cette phrase, elle me revient parfois. La voix de Camille, douce, moqueuse, pleine de cette certitude de la jeunesse qui croit que l'intelligence et la cruauté sont la même chose. Elle est une cendre plus fine, emportée par le vent. Elle a disparu le jour même de la confrontation. Adrien, dans sa chute, n'a pas cherché à l'entraîner. Il n'a même pas cherché à la retenir. Elle n'était, comme avait dit mon père, qu'un symptôme. Quand la maladie est partie, le symptôme s'est évanoui. J'ai entendu dire qu'elle avait quitté Paris. Retournée à Lyon, ou peut-être à l'étranger. Elle est intelligente. Elle parle plusieurs langues à l'Otchiak. Elle retrouvera un travail. Elle séduira un autre homme. Ou peut-être pas. Peut-être que cette expérience lui a appris quelque chose. Peut-être a-t-elle compris que lorsqu'on parie sur un homme comme Adrien, on finit par payer la mise. Sa punition n'est pas la mienne. Sa punition, c'est elle-même. C'est de savoir qu'elle a participé à une destruction, non pas par amour, mais par simple ambition et par ennui. C'est de savoir qu'elle a sous-estimé la vieille bique, et que la vieille bique a gagné sans même me élever la voix. La punition de Camille, c'est de vivre le reste de sa vie en sachant qu'elle n'était pas l'héroïne d'une grande passion. Elle n'était même pas l'antagoniste. Elle n'était qu'un accessoire, un outil, et quand l'outil n'a plus servi, il a été rangé. Je suis arrivée devant mon immeuble, je tape le code, la porte s'ouvre, les cendres sont froides maintenant, elles ne peuvent plus me brûler, elles ne sont même plus tristes, elles sont juste de la poussière d'une autre vie, une vie qui n'est plus la mienne. Le vent l'a emportée. Il ne reste que la terre de mon jardin, la terre de mes feuilles de thé. C'est propre, c'est suffisant. C'était un mardi, un après-midi pluvieux de novembre. La pluie n'était pas violente, c'était un crachin, un de ces drizzles anglais, qui s'infiltrent partout et rend le monde gris. La boutique était calme. J'étais en train de lire un livre sur les céramiques Song, la lumière de ma lampe de bureau, créant un cercle jaune sur le comptoir. La clochette de la porte a tinté. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. J'ai fini ma phrase. La glaçure, c'est l'Adam, ai-je lu, était une tentative de capturer la couleur du ciel après la pluie. J'ai souri à cette poésie. J'ai levé les yeux, et le ciel m'est tombé dessus. Il était là, Adrien. Il se tenait juste à l'intérieur de la porte, laissant goûter son trench coat beige bon marché sur mon parquet. Mon cœur n'a pas bondi. Il n'a pas accéléré. Il a juste fait une pause, une syncope, une seconde de silence total dans ma poitrine. Il avait l'air
ordinaire. C'est le seul mot qui m'est venu. L'homme qui avait rempli ma vie de tant de drames, de tant de bruit, de tant de mensonges, était juste un homme d'âge moyen, fatigué, sous la pluie. Ses cheveux, autrefois coupés avec une précision de dandy, étaient plus longs, un peu clairsemés sur le dessus. Il portait des lunettes, pas des montures de créateur, des lunettes fonctionnelles. Il était plus mince, mais ce n'était pas une minceur saine, c'était une minceur nerveuse. Il m'a regardé. Ses yeux, derrière les verres, semblaient perdus. « Bonjour, Élise, dit-il. Sa voix. Elle était plus basse, moins assurée. Elle ne résonnait plus avec cette arrogance qui pouvait remplir une pièce. Elle était juste une voix. « Bonjour, Adrien, ai-je répondu. Ma voix était calme, stable. La voix d'une marchande de thé saluant un client. Il a regardé autour de lui, l'air presque intimidé. « C'est joli chez toi, dit-il. Merci, c'est mon lieu de travail. Oui, bien sûr. Il fit un pas. L'eau goûtait toujours. Tu veux enlever ton manteau? Il pleut, dis-je. Pas par gentillesse, par professionnalisme. Je ne voulais pas qu'il abîme le sol. Oh, oui. Il l'enleva maladroitement, cherchant un endroit où le mettre. Je lui indiquai le porte-manteau près de la porte. Il l'accrocha. Puis il resta là, les mains vides. Il commença. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Tu es venu pour un thé? Ai-je demandé. C'était la seule question que je pouvais poser. Oui, je suppose. Assieds-toi, Adrien. Je lui indiquai la table la plus proche. Il s'assit, raide, comme un écolier chez le directeur. Je suis retournée derrière mon comptoir. Je sentais son regard sur mon dos. Je n'ai pas tremblé. J'ai pris ma bouilloire. L'eau était déjà à température. J'ai choisi une théière. Une petite théière en terre cuite de Yixing, simple, honnête. Et j'ai choisi le thé. Ce n'était pas une décision difficile. Je n'allais pas lui servir un Darjeeling, je n'allais pas lui servir un pivoine blanche. J'ai pris le lapsang souchong, le thé fumé, le thé qui a le goût de feu de bois, de cendre, de cuir, un thé qui ne pardonne pas, un thé qui dit la vérité, une vérité dure. J'ai préparé le thé, le rituel, laver les feuilles, cailler les feuilles. La première infusion courte. L'odeur de fumée a rempli la boutique. Une odeur de forêt après un incendie. J'ai apporté la théière, la tasse de dégustation et la tasse à boire sur un plateau. Je l'ai posée devant lui. Il a regardé la fumée s'élever. « Ça sent fort, dit-il. C'est le but, ai-je dit. Je me suis assise en face de lui. Pour la première fois depuis plus d'1 an, nous étions face à face. Il a pris la tasse. Ses mains tremblèrent légèrement. Il a bu une gorgée. Il a grimacé. C'est amer, dit-il. Non, ai-je corrigé. Ce n'est pas amer, c'est fumé. L'amertume vient d'une infusion trop longue ou d'une eau trop chaude. La fumée, elle est dans la feuille. Il a reposé la tasse, il m'a regardé. Un long silence que ce n'était plus le silence de notre mariage. Ce silence n'était pas tendu. Il était juste lourd. Il a raclé sa gorge. J'ai appris l'anglais. La phrase est tombée sur la table, entre la théière et les tasses. Elle est restée là. J'ai regardé cette phrase. J'ai regardé l'homme qui l'avait dite. Celui qui avait utilisé son ignorance de ma connaissance comme une arme. Celui qui avait ri avec sa maîtresse de ma stupidité supposée. Il l'avait appris, trop tard. La connaissance qu'il avait refusé d'imaginer que j'avais, il l'avait acquise. Quelle ironie. J'ai pris la théière. J'ai rempli à nouveau sa tasse. La fumée s'est élevée. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai dit la seule chose qui pouvait être dite. Et moi, j'ai appris le silence. Il a tressailli, comme si je l'avais giflé. Il a compris. Enfin, il a compris. Pas seulement l'anglais. Il a compris la nature de ma vengeance. Il a compris que je n'avais pas eu besoin de crier, que je n'avais pas eu besoin de détruire. J'avais juste eu besoin besoin de me taire, de l'écouter, et de le laisser se détruire lui-même avec ses propres mots. « Élise », a-t-il murmuré. Son visage s'est décomposé. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la honte. Une honte pure distillée, vieille d'1 an. Ne dis rien, Adrien, l'ai-je coupé. Ma voix était douce, sans colère, presque gentille. Mais c'était la gentillesse d'un médecin
qui vous annonce une maladie incurable. C'est un fait. Il n'y a pas de haine, juste la vérité. Ne dis rien, ai-je répété. Tu as assez parlé. Je n'attendais pas de pardon, a-t-il dit, la voix brisée. Je sais. Je voulais juste voir. Tu as vu. Tu as l'air bien. Je le suis. Il a regardé la tasse de thé fumant. Ce thé, le Lapsang Souchong, a-t-il dit. J'ai haussé un sourcil. Tu t'en souviens? Tu le détestais, a-t-il dit. Tu disais que ça avait le goût de cendre. C'est vrai, ai-je dit. Je le détestais. Alors pourquoi? Parce que j'ai appris à l'apprécier, ai-je répondu. J'ai appris que parfois, le goût des cendres, c'est le seul goût honnête. C'est le goût de ce qui a brûlé. C'est le goût de ce qui est terminé. Il a compris. Il a bu le reste de son thé d'un trait, comme un médicament. Il s'est levé. Il a remis son manteau. Il s'est arrêté à la porte. Elle pense que je ne comprends pas, a-t-il dit, si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. Il se citait lui-même. Non, il citait Camille. Il se souvenait de tout. Elle est partie, a-t-il ajouté. Le jour même, je ne l'ai jamais revue. Je sais. Et toi, tu savais. Je savais. Au revoir, Élise, dit-il. Au revoir, Adrien. Il a ouvert la porte. Le crachin gris de Paris est entré. Il est sorti. La porte s'est refermée. La clochette a tinté. Je suis restée assise à la table. Le silence est revenu. Mais c'était mon silence. Le silence de la boutique. Le silence de la pluie. Le silence de la vérité. J'ai regardé la tasse vide qu'il avait laissée. Je l'ai prise. Je l'ai amenée à l'évier. Je l'ai lavée. J'ai lavé la théière. Je les ai séchées. Je les ai rangées. Le rituel, la fin. Je me suis fait un thé, pour moi cette fois. Un pivoine blanche. Doux, honnête, le goût du ciel après la pluie. J'ai bu. La chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une vengeance. C'était une clôture. Le livre était fermé. Les cendres étaient froides. Et le thé était bon.